Voilà, ça y est, la dame a parlé, l'enregistrement est en cours. Bienvenue à tous, n'hésitez pas à brancher vos micros de façon à ce que la session proposée ce soir soit la plus interactive possible, hein. Vous savez qu'on essaye au maximum de ne pas proposer quelque chose qui soit un cours magistral, mais plutôt un temps de discussion et qui permet à tous de s'enrichir mutuellement. Alors donc, pour les collègues honorés, par exemple, qui ne connaissent pas la communauté, donc c'est un espace d'échange qui est proposé par le réseau de la Mission laïque française, euh, dont fait partie le lycée international Jean Mermoz. Donc le but de ces communautés, c'est de discuter autour de thèmes liés à l'éducation physique et sportive et de changer nos pratiques et de parler ensemble et de progresser ensemble autour de questions diverses et variées liées à l'EPS. Donc, dans un premier temps, je voulais faire avec vous un petit point en ce qui concerne la Journée nationale du sport scolaire, donc qui s'est déroulée normalement dans une majorité d'établissements français le 20 septembre dernier. On voulait savoir un petit peu ce qui s'était passé dans vos établissements, si vous aviez eu des événements particuliers, que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, je vous laisse parler. Au niveau du Liban, est-ce que vous avez eu des Alors, choses? moi, je vais commencer malheureusement pour dire qu'on n'a rien fait. J'avais D'accord. vaguement suggéré, oui, on fait quelque chose. Et puis, comme il n'y a pas eu d'impulsion au niveau de la direction, ben, il n'y a pas eu d'événement. Donc, pas eu Donc, tant pis. d'événement au niveau du premier degré. De, Est-ce qu'il y en a eu au niveau du second degré? Pas que je sache. D'accord. OK. Donc, voilà, tant pis. Merci pour ton intervention, Anne. Merci pour ton intervention. C'est pas quelque chose d'obligatoire, hein. C'est vrai que cette journée nationale du sport scolaire, c'est un événement national qui est recommandé de faire euh, dans chaque association sportive, mais qui n'a pas un caractère obligatoire. Donc, si vous n'avez pas d'événement, ce n'est pas quelque chose de grave. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Quelqu'un qui aurait eu quelque chose dans son établissement? Ok, c'est pas grave. Moi, je vais vous décrire ce qu'on a mis en place donc, pour la journée du sport scolaire ici à Mermoz. Donc, pour cet événement national, en fait, on a décidé de faire le lancement de nos différentes activités sportives cette semaine-là. C'est-à-dire, en gros, c'était la semaine du 17 au 22, si je ne me trompe pas, ou du 18 au 22. Donc, pour marquer le coup pour la journée nationale du sport scolaire, nous avons eu deux temps forts. Donc, le premier temps fort, c'était la venue de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de rugby, donc qui est venue animer en compagnie du collègue de PS la première journée de l'association sportive du rugby. Donc, c'était assez génial, hein. On avait 5-6 rugbyman qui étaient là de l'équipe nationale, qui ont fait des photos avec les élèves, qui leur ont proposé des petites situations d'apprentissage, et c'était vraiment sympa. Le deuxième temps fort de cette semaine-là, c'était la venue donc, de handballeurs, lors également de l'AS de rugby, donc des handballeurs qui viennent, qui jouent en club en Côte d'Ivoire, en club professionnel ou semi-professionnel, et qui sont venus faire à peu près la même chose. Donc vraiment, l'idée de cette journée du sport scolaire, c'est d'avoir des petits événements un peu sympas qui permettent de marquer le coup. Alors, vous le savez, cette année, on est sur l'année du sport olympique et paralympique. On est sur une année pendant laquelle le sport est mis en avant en France, puisque nous allons avoir les Jeux olympiques de Paris 2024 au mois de juillet. Donc, pendant cette année olympique, le gouvernement français et les organismes MLF et AEFE nous encouragent à faire des événements sportifs. Est-ce que vous avez des petites choses qui vont se mettre en place dans vos établissements? Est-ce que vous avez des idées, des choses à proposer?
Je vous donne la parole. Anne. Alors, en fait, c'est dans la semaine des lycées français du monde, donc tous les lycées qui vont être dans cette action, D'accord, ils l'ont mis sous l'égide du sport pour tous. d'accord. Donc, nous, au Donc, niveau du Liban, comme on est beaucoup, hein, on est 67 établissements, on a une zone pays. Et donc, l'équipe du Liban a mis en place des défis tous les jours de cette semaine-là. d'accord. Donc, vous, des défis sportifs premier degré et second degré qui vont se Ah oui, mettre je en pense qu'il place y a le sur tout second le degré, Liban. oui. Oui, mais qui rentre du coup dans le cadre de la semaine des lycées français du monde qui est fin novembre. Donc ça, j'en suis sûre parce que je l'ai vu récemment. Voilà. D'accord, d'accord. Bah, c'est super, super. Donc, un premier événement qui se met en place au Liban sous forme de défi. Est-ce que d'autres collègues, Bertrand qui vient de nous rejoindre, bonsoir, tu Oui, as des événements qui se mettent en place dans ton établissement au niveau de l'année olympique? ouais. Alors déjà, est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend très bien. Là. Bon, désolé pour l'accent, hein, je viens de Toulouse. Alors, j'ai reçu un mail effectivement de ma chef qui finalement, alors, pour des raisons qui ne sont pas portées à ma connaissance, qui annule la semaine des lycées français du monde. Euh, voilà. Mais on fera quand même des actions dans le cadre voilà, des Jeux Olympiques à venir. Ce qui est prévu, c'est qu'on fasse un tournoi rugby en sixième, que je les amène. On a une golf pas très loin, donc on va faire une espèce de pays avec le collègue d'SVT euh, autour des prises de poux et voilà, avec une espèce de petit trail autour du golf. OK. Euh, des allures à diverses intensités. Et après, il y a d'autres collègues qui s'insèrent. Par exemple, la collègue de SES, elle va faire une espèce une enquête sociologique autour des représentations du sport, de la pratique féminine, etc. Voilà, qui vont être exploités comme ça. J'ai mon collègue de maths qui va fabriquer des ballons de rugby, donc ça c'est cool, parce qu'on n'a pas, on galère un peu à avoir du matériel ici. Euh, voilà, donc il va faire une fabrication locale. Voilà, donc il y a quelques projets qui vont se monter, mais peut-être pas, ça va pas forcément se formaliser voilà, au mois de novembre pour la semaine des lycées français du monde. D'accord. Donc, il y a des choses qui se mettent en place par chez toi. Je crois que tu es où déjà? C'est Canaries? Ouais, moi je suis à Moanda, au Gabon. Rien Voilà. à voir. OK. Donc, non, ouais, non, c'est un établissement un peu particulier. Là, je viens tout juste de créer l'association sportive, on n'avait pas d'AS. C'est un établissement de droit public gabonais. Donc voilà, tout est nouveau, ouais, il y a un peu tout à construire. Donc voilà, c'est. D'accord. Pour toi, c'est très particulier. C'est vrai qu'on en a déjà parlé. Un établissement dans lequel il y avait très, très peu de choses en EPS. Oui. OK. Laurent qui vient de nous rejoindre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe en Espagne au niveau des événements vis-à-vis de cette année olympique? Je ne sais pas si Laurent a son micro. OK, bon, c'est pas grave. Là encore, je voulais vous montrer un petit peu ce que l'on va proposer sur Mermoz, donc ici à Abidjan. Donc, on a repris un petit peu un cadre qui se développe dans pas mal d'établissements. On voit ça apparaître un petit peu partout, les anneaux olympiques avec les différentes périodes de l'année, et puis essayer de montrer que dans les différentes périodes, on allait proposer des petits événements sportifs. Donc pour cette première période en fait de la rentrée jusqu'à la Toussaint, on a vraiment mis l'accent sur la semaine du sport scolaire, donc avec les petits événements que je vous ai expliqués juste avant. On fait des petits événements, des petits flashs, on met des affiches sur la Coupe du monde de rugby, cette première période. De la Toussaint à Noël, on va avoir deux formations de jeunes arbitres UNSS. Donc ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui n'est pas très développé sur la zone Afrique centrale. Donc on a voulu le mettre en avant également dans le cadre de cette année olympique. On a un club Coupe d'Afrique des Nations de football qui se met en place. Donc avec un premier événement qui devrait avoir lieu un petit peu avant les vacances de Noël.
Ensuite, entre les vacances de Noël et les congés d'hiver, on va avoir notre course caritative qui va avoir lieu. Donc, il y a une course un petit peu contre la faim où les élèves vont chercher des parrains et le but du jeu, c'est de récolter de l'argent. On va essayer d'avoir des événements autour de la Coupe d'Afrique des Nations qui se passe en Côte d'Ivoire. On a des interclasses qui se font le samedi matin. On va avoir les Jeux de la ZAC, la semaine olympique et paralympique. Pour les professeurs des écoles, les Jeux de la ZAC, c'est des événements interétablissements qui vont se passer sur la zone Afrique centrale. Il y a la même chose dans les autres zones AEFE. Et puis, un dernier événement qui va être, on a fait un dossier pour participer aux Jeux internationaux de la jeunesse qui se dérouleront à Athènes en Grèce. Un dernier interclasse avec les petits interdegrés avant les vacances. Et enfin, on essaiera de faire des petits événements en ligne pendant les vacances liés au JO de Paris. Donc voilà, tout ça, ce sont des idées de choses qui peuvent être mises en place dans le cadre de cette année olympique. Donc bien sûr, Fabien et moi, on sera là pour essayer de vous accompagner. Si vous avez des idées, des choses que vous voudriez mettre en place, mais que vous ne savez pas comment formaliser. Donc, voilà. Ce qui nous amène à ce premier temps d'échange qui va être consacré donc au champ d'apprentissage numéro 1. Donc le champ d'apprentissage numéro 1 de l'EPS, qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que vous pouvez essayer de me le caractériser? De me donner 3 caractéristiques que vous connaissez. Pour vous, je vous laisse la parole. Qu'est-ce que c'est que le champ d'apprentissage numéro 1 de l'EPS? Il faut écrire ou on dit? Allez-y, prenez la parole, dites ce que vous Moi, je pensez. Qu'est-ce dirais que c'est pour vous? performance athlétique. Ouais, donc le champ d'apprentissage numéro 1 pour toi, c'est lié à la Enfin, je performance. crois, j'espère. Oh, je crois que tu es un peu dans le vrai, hein. Je crois que tu es un peu Courir, dans le sauter, vrai. lancer. Ok, donc performance, ok, pour toi, c'est une caractéristique. Est-ce que tu en vois d'autres? Eh ben, courir, sauter, lancer. Ok. Ouais. Courir, sauter, lancer, pourquoi pas? En Pourquoi fait, pas? moi, je viens de maternelle. Là, c'est tout récent que je sois en élémentaire. Ok, Donc, mais c'est de très voilà. bonnes idées. Donc, toi, pour toi, tu aurais quatre caractéristiques que sont réaliser une performance, courir, sauter et lancer. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres idées? Voilà, pour le champ numéro un, c'est comme ce qu'elle a dit ma collègue, c'est réaliser une performance face à une échéance donnée, que ce soit sur une distance courte ou une longue distance, ou que ce soit sur les lancers, sur les courses. C'est ça, c'est réaliser une performance à une échéance donnée, c'est-à-dire un parcours, que ce soit comme si bien. C'est-à-dire, c'est spécialement réaliser une performance. Ok. D'accord? Ouais, bonsoir. J'arrive, j'avais pas le son, alors j'ai réussi à reprendre le son. Bonsoir à tous. Bonsoir, Laurent. Ouais, ben, cette performance, enfin juste, elle peut être également aussi en natation. Donc, effectivement, c'est une performance. Voilà, lutter un peu contre le temps. Ok, très bien. Donc, ce qui ressort de cette première analyse ou de ce premier, on va dire, brainstorming, c'est que vous savez tous que le champ d'apprentissage numéro 1 est lié à la performance. Ce que vous disiez juste avant, c'était que c'était plutôt dans les activités athlétiques. Et Laurent, à juste titre, a rajouté l'idée de la natation. La natation peut aussi faire partie du champ d'apprentissage numéro 1 lorsqu'on parle de vitesse, de natation de vitesse. Donc, merci Laurent d'avoir rajouté ça. Il y a même sur le champ d'apprentissage numéro un, le cross-training. Exactement. Est-ce que tu peux développer éventuellement? Cross-training, ce veut dire ça vient, c'est un petit peu, ça vient des CrossFit. Parce que les élèves, parce que moi je suis prof d'éducation physique et sportive au lycée, que les élèves, elles réalisent des exercices à base de corps ou à base des haltères. C'est un temps donné. Exemple, je vais faire les pompes pendant 30 secondes et je récupère 30 secondes. D'accord? Et c'est un temps, ils ont un temps à réaliser, c'est un champ d'apprentissage 1 où il y a le cross-training, c'est-à-dire c'est la réaliser une performance sur un temps donné. Ok. On en reparle à la fin, mais Ouais, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque voilà. chose d'intéressant. Alors donc, les caractéristiques du champ d'apprentissage numéro 1, lorsqu'on lit les programmes de collège, de lycée professionnel.
Je ne vais pas vous relire produire une performance, tout ça, tout le monde le connaît un peu par cœur. Ce qui ressort de ces 3 programmes, quand je dis collège, j'intègre bien sûr le cycle 3, c'est-à-dire l'élémentaire. Ce qui ressort, c'est l'idée de performance. C'est ce que vous m'avez dit tous à juste titre. On cherche à se battre contre le chronomètre, à se battre pour aller de plus en plus haut, le plus haut possible ou le plus loin possible. Ce qui ressort dans l'analyse des 3 programmes d'EPS, c'est l'idée de mesure. On va devoir mesurer quelque chose dans le cadre du champ d'apprentissage numéro 1. Le temps, la distance parcourue par l'objet, la distance à laquelle on projette son corps. Donc, il y a l'idée de mesure. Il va falloir maîtriser pour les élèves des outils de mesure, un chronomètre, un décamètre, la mesure de la hauteur au saut en hauteur, etc. Et enfin, ce que Casmi, je crois, avait dit également, c'est qu'il y a l'idée d'échéance qui ressort dans les 3 programmes de collège, lycée et lycée professionnel. Ça veut dire qu'il va y avoir une idée de performance à réaliser à un moment donné, le jour J de l'évaluation. C'est quelque chose qui va être prévu à l'avance et l'élève sait qu'il va devoir faire sa performance à l'avance. Et ce qui est aussi intéressant dans cette histoire d'échéance donnée, c'est que l'élève va devoir se mettre en projet. Il doit savoir à peu près quelle performance il va devoir faire le jour de l'évaluation. Donc, les caractéristiques du champ d'apprentissage numéro 1, les caractéristiques principales, ce sont ces 3-là. Une performance mesurable à une échéance donnée. Alors, je vous propose un petit tableau que j'ai trouvé, que je trouve très intéressant et qui nous regroupe un petit peu ces idées-là. Dans le champ d'apprentissage numéro 1, on va devoir performer en projetant soit soi-même, c'est-à-dire son corps, ou alors en projetant un engin. Et là, finalement, vont en découler toutes les activités qui sont liées à cette projection, soit de son corps, soit de l'engin. Donc, il y a les activités dans lesquelles on va courir plus vite, on va sauter plus loin, sauter plus haut. Et comme le disait Laurent tout à l'heure, les activités dans lesquelles, en natation, on va chercher à nager plus vite. Et également, les activités dans lesquelles on va projeter l'engin. Donc là, on va chercher à lancer cet engin plus loin, ce qui va nous amener au poids, au disque, au javelot. Et lorsqu'on projetait son corps, soi-même, on était sur la natation, toutes les activités de sprint, de demi-fond et de saut d'obstacle, donc course de haie par exemple, toutes les activités de relais, les activités de multibond, de pentabond, de triple saut, de saut en longueur, de saut à la perche, que l'on retrouve parfois en EPS, et de saut en hauteur. Est-ce que ça paraît clair, ça, pour tout le monde? Ok, je continue. Ce qui est intéressant de distinguer, ok Rita, merci, c'est que la performance dont les programmes font état, dont vous avez parlé, c'est qu'elle peut se caractériser de 2 manières, c'est-à-dire une performance dans laquelle on cherche à être le meilleur de la classe, le meilleur élève, le meilleur de l'établissement, mais également une performance, et c'est ça qui est important en EPS, par rapport à soi-même, c'est-à-dire je veux être meilleur d'une leçon à l'autre. Je vais mettre en place, grâce à la leçon proposée, je vais apprendre des choses, des comportements moteurs, qui vont me permettre d'améliorer ma performance à moi. Et là, on a un rôle à jouer en EPS. C'est que même l'élève qui n'est pas en réussite, on peut le mettre en avant et l'amener à progresser lui-même et lui montrer que d'une séance à l'autre, il est capable de progresser. Donc vraiment, cette idée de 2 types de performance, une performance maximale et une performance d'une séance à l'autre, c'est ce qui va permettre de mettre en avant nos élèves, de les mettre en réussite. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Quelqu'un a quelque chose à dire? Ok, je continue.
Ensuite, je voulais refaire un petit point donc, sur les différentes activités physiques et Je peux sportives. intervenir? Vas-y, Casmi. Je peux intervenir? Par exemple, je rebondis ce que tu as dit en dernier, ce que veut dire que l'évolution de l'élève par rapport à ce qu'elle fait. Par exemple, moi, j'ai maintenant les élèves de classe de 5e, que j'ai commencé avec le demi-fond, d'accord? Il y avait des reproches l'année dernière pour une collègue qui travaille avec moi, comme quoi elle les évalue par rapport aux meilleures performances. Alors, moi, cette année, ce que j'ai fait, ce que veut dire, on a fait un test VMA, d'accord? Et chaque élève, elle prépare son projet par rapport à sa VMA. Elle n'est pas à courir le plus vite que l'autre, mais par rapport à son projet de VMA, elle doit savoir combien de temps à réaliser telle distance. Cette distance-là, par rapport à ma VMA, je dois faire combien de tours. Et au fur et à mesure, au milieu du cycle, je vais faire une évaluation formative pour voir son évolution et doit préparer un autre projet pour l'évaluation. Ça, il n'y a pas de performance. C'est performance par rapport à lui. J'individualise le travail. Ce n'est pas que le meilleur qui va avoir la meilleure note, mais j'individualise le travail de telle sorte que tout le monde travaille selon sa propre VMA et tout le monde progresse d'une séance à l'autre en faisant ses calculs, en faisant son travail en autonomie pour arriver le jour de l'évaluation avec une fiche. Il va me dire, voilà monsieur, moi je vais faire pendant les 3 minutes telle distance à telle intensité. Deuxième 3 minutes, telle distance à telle intensité. Et les 6 minutes, je vais les faire je vais faire telle distance à telle distance. Et moi, je vais voir à la fin, est-ce que vraiment il a réalisé son projet ou il n'a pas réalisé son projet? Avec quelqu'un, bien sûr, qui va le coacher, qui va l'observer. Et c'est comme ça que je travaille avec le collège. On ne cherche pas la doit être performance. intéressant avec ce que tu nous proposes là, c'est que l'élève va avoir une VMA de départ lorsque tu vas faire ton évaluation diagnostique. Ouais. Et certainement qu'il voit qu'en cours de cycle, grâce à ce que tu lui proposes, sa VMA augmente. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que même l'élève qui était, on va dire, pas bon par rapport au reste de la classe au début du cycle, eh ben, il a une réelle amélioration de sa performance par rapport à lui, par rapport à sa VMA, c'est-à-dire à ses capacités qui lui sont propres. OK. Alors, Anne, tu as une question, c'est quoi la VMA? Donc, est-ce que quelqu'un veut y répondre? Allez, je m'y tente. Allez. C'est donc la vitesse maximale aérobie. En gros, c'est une mesure qui permet, alors je crois, si ma mémoire est bonne, de mesurer la captation optimale, maximale d'oxygène à 100% lors d'une allure. Donc, c'est une vitesse, par exemple 15 km/h. Et à 15 km/h, si j'ai une VMA à 15, c'est à cette vitesse-là que je consomme 100% d'oxygène disponible. Ouais. Voilà. Au-delà de cette VMA, je travaille. Donc, cette VMA induit des notions de seuil, donc à 80%, à 100%, au-delà de la VMA. Et c'est à partir de ces notions de seuil, de ces pourcentages de VMA, que je vais pouvoir travailler des filières énergétiques différentes, aérobie, anaérobie, anaérobie à lactique. Voilà. C'est à peu près ça. Donc, effectivement, merci Bertrand. En fait, la VMA, c'est une valeur qui va permettre de travailler de façon individualisée avec les élèves lorsqu'on fait du demi-fond. Mais comme tu le dis, effectivement, c'est complexe pour des maternelles. On verra tout à l'heure. Je vous proposerai des petites situations d'apprentissage qui permettent de travailler sur l'allure, tu verras, où on n'a pas besoin forcément d'utiliser la VMA. Mais par contre, en collège, lycée, effectivement, la VMA peut être un outil très intéressant parce que ça va permettre d'individualiser le travail des élèves au cours du cycle. Je vous ai remis une petite slide avec les différentes activités liées au champ d'apprentissage numéro 1. Je ne vais pas la détailler, hein. On a tout ce qui concerne les courses, les sauts, les lancers et les activités de natation de vitesse ou de natation de durée. Alors, encore une fois, quand on analyse les programmes de cycle 3, de cycle 4 et de lycée, on en ressort des attendus de fin de cycle dans lesquels on retrouve 3 dimensions à chaque fois. Une dimension motrice, que je vous ai détaillée en rouge, une dimension méthodologique, que je vous ai détaillée en bleu, et une dimension sociale que je vous ai détaillée en vert. En ce qui concerne le champ moteur, qu'est-ce qu'on va chercher à développer comme compétences chez nos élèves?
On voit une redondance dans ces 3 programmes de la mobilisation de ces ressources. On voit une redondance de l'idée de performance. Et enfin, plus précisément, dans les programmes de lycée pro, on va avoir l'idée de technique. On va chercher à apprendre à l'élève à utiliser ses ressources pour pouvoir produire la performance, et on va lui apprendre des techniques de lancer, des techniques de course, des techniques de nage pour pouvoir réaliser cette performance. En ce qui concerne la dimension méthodologique, on a une redondance de gestion d'efforts, et ce, quel que soit le programme. Les élèves, pendant nos cours de PS, ils vont devoir, pour apprendre, s'engager dans la pratique, répéter des efforts plusieurs fois et gérer ces efforts. C'est-à-dire pas tout donner à la première ou à la deuxième course pendant la leçon. Il va falloir être capable de gérer son effort, de doser son effort pour pouvoir tenir sur la séance, pour pouvoir tenir sur le cycle. On a également la notion de préparation qui arrive de plus en plus, notamment quand on est au lycée. L'élève va devoir être capable de se préparer à la pratique. Il va devoir être capable de nous l'exposer dans un cahier d'entraînement, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour m'échauffer, comment est-ce que je fais pour récupérer après une leçon. Et on a également la notion d'engagement qui revient. L'élève, pour pouvoir réussir à produire une performance dans les activités du champ d'apprentissage numéro 1, il doit forcément s'engager, il doit forcément être là en cours et il doit forcément s'impliquer pour pouvoir réussir à faire une performance optimale. Et enfin, dans la dimension sociale, ce qui revient dans les 3 programmes, c'est l'idée de gestion des rôles. Ça veut dire que l'élève en cours de PS, il ne va pas être là uniquement pour pratiquer, pour être nageur, pour être sprinter, pour être lanceur, mais il va également avoir autre chose à apprendre. Observer un camarade, par exemple, c'est-à-dire observer comment il va lancer à partir de critères que l'enseignant lui aura proposés. Ça, on peut même le retrouver en élémentaire, voire même en maternelle. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, on fait du lancer de vortex. Comment est-ce que l'élève, il va lancer? Est-ce qu'il va lancer le vortex par en bas? Est-ce qu'il va lancer par en haut avec le bras cassé? Est-ce qu'il va lancer dans une zone de 10 mètres avec des plots verts? Est-ce qu'il va lancer dans une zone à 15 mètres avec des plots rouges? On peut tout à fait avoir des observables, et ce, quel que soit le niveau de classe. On a également le rôle de juge qui intervient, c'est-à-dire être capable de juger la pratique, juger la manière de lancer, juger si on respecte les points de règlement. Par exemple, est-ce qu'on va mordre sur une planche lorsqu'on va sauter? Et enfin, le rôle de chronométreur qui revient aussi régulièrement dans les programmes. Les élèves doivent être capables d'utiliser un chronomètre pour mesurer la performance réalisée par les camarades. Pas plus tard que ce matin, j'ai des élèves de terminale qui sont arrivés et qui m'ont dit « Monsieur, le chronomètre, comment ça marche ?» Normalement, c'est quelque chose qu'on ne doit pas avoir. Les élèves en terminale doivent être capables de servir d'un chronomètre. Est-ce que vous voulez rebondir un petit peu sur ces attendus liés au champ d'apprentissage numéro 1? Je rejoins ce que vous avez dit maintenant, ce que veut dire, et c'est là, quand on dit en continuité, et c'est la même chose qu'on trouve au lycée. Ça veut dire, au lycée, les attendus de fin lycée 1, c'est tout ce qui est motrice. Les attendus de fin lycée 2, c'est méthodologique. Les attendus de fin lycée 3, c'est social. Les attendus de fin lycée 3, c'est avoir un rôle comme coach, comme juge, comme observateur, comme chronométreur. Les attendus de fin lycée 2, qui s'appelle lycée méthodologique, ce qui veut dire que l'élève doit avoir un carnet d'entraînement, se préparer tout en autonomie, s'échauffer en autonomie. Et les attendus de fin lycée 1, c'est ce qui est motrice, ce que l'élève prépare par lui-même sa séance d'entraînement, d'accord, sur laquelle il va être évalué le jour J. C'est-à-dire c'est la continuité de travail, sauf que les appellations elles se diffèrent d'un cycle à l'autre, c'est-à-dire cycle 3 et 4, c'est ça, c'est motrice, méthodologique et sociale, alors qu'au lycée, c'est les attendus de fin lycée 1, les attendus de fin lycée 2 et les attendus de fin lycée 3. Et tous ces éléments-là, tous ces attendus, moteurs, méthodologiques et social, c'est quelque chose qu'on peut travailler dès les petites classes. On peut apprendre aux élèves à s'échauffer, à s'étirer,
à observer quelque chose, même si ce sont des observables simples. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se travailler vraiment du cycle 1 jusqu'au cycle terminal. Alors ensuite, toujours pour parler de ce champ d'apprentissage numéro 1, je voulais faire un petit point sur les pratiques de référence, c'est-à-dire les pratiques culturelles et les pratiques scolaires. Il faut savoir que dans le champ d'apprentissage numéro 1 de l'EPS, il y a des activités qui sont des produits scolaires, c'est-à-dire des activités inventées par les professeurs d'EPS pour permettre aux élèves d'apprendre ou de développer telle ou telle compétence. C'est-à-dire que ce qui a été inventé par les professeurs d'EPS, c'est quelque chose de différent de la pratique compétitive, de la pratique de club. C'est le cas, par exemple, du 3 x 500 mètres, épreuve qu'on a retrouvée pendant des années au bac. Ça n'existe pas au niveau fédéral, au niveau des clubs, au niveau des compétitions sportives. C'est quelque chose qui a été adapté au niveau scolaire. C'est également le cas du multibond. En fédéral, on a du triple saut. En compétition, on a du triple saut. On n'a pas du multibond au niveau des pratiques compétitives. C'est des choses qui ont été adaptées. Je réponds à ta question juste après. On pourra en parler si tu veux, collègue Landry. C'est également le cas du lancer de vortex. On se rend compte que le lancer de javelot, c'est quelque chose d'hyper compliqué. Donc, on a adapté la pratique fédérale pour la rendre scolaire en utilisant des vortex, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas, ces petits engins-là. C'est quelque chose de plus ludique et de plus facile au départ que le lancer de javelot. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Est-ce que vous voulez en parler? On peut revenir également sur la question qui m'a été posée par le collègue là. Non, c'est bon. Ok, je continue. Alors, tout le dilemme au niveau de l'école par rapport à ce champ d'apprentissage numéro 1, c'est que dans le monde sportif, dans le monde compétitif, il faut avoir une performance qui soit la meilleure, qui soit exceptionnelle. On est dans la pratique de haut niveau, il faut battre le record du monde, il faut battre le record de France, il faut battre le record de Côte d'Ivoire, du Liban, etc. On est dans les activités athlétiques et de natation de façon à réaliser quelque chose d'exceptionnel. Et ça s'oppose complètement au monde scolaire, c'est-à-dire que nous, notre but, c'est de rendre cette performance accessible à tous nos élèves, que ce soit l'élève qui a un handicap, que ce soit l'élève qui est en surpoids, que ce soit l'élève à l'inverse anorexique, que ce soit l'élève qui a un problème moteur ou l'élève qui est simplement moins bon que les autres. Donc, tout notre travail par rapport au champ d'apprentissage numéro 1, ça va être de rendre la performance accessible, d'où l'adaptation de certaines pratiques via des choses qui ne se font pas dans le monde fédéral. C'est bon pour tout le monde? Des commentaires, des choses à rajouter éventuellement? Ok. Alors, le champ d'apprentissage numéro 1, c'est quoi l'intérêt finalement pour nous, les professeurs des écoles, les professeurs d'EPS? La première chose, c'est que souvent, que l'on soit en maternelle, en élémentaire, en collège, en lycée, c'est que ce sont des activités qui sont faciles à mettre en place. On a besoin d'un petit espace, quel qu'il soit. On a besoin d'une piste. On a besoin d'un petit bout de stade, même si on ne les a pas en entier. On a besoin de plots. Avec ça, on peut mettre en place des activités de course. Donc, effectivement, les activités du champ d'apprentissage numéro 1, ce qui est très bien, c'est que c'est très facile à mettre en place. Ensuite, comme le disait le collègue du Maroc tout à l'heure, c'est des activités dans lesquelles le suivi de l'élève et le suivi individuel, il est relativement facile également à faire, puisqu'il nous suffit d'avoir une fiche dans laquelle on a l'évolution des performances. Et l'élève verra qu'au fil du cycle, en fonction de ce qu'on lui apprend,
sa performance va évoluer. Donc, avoir un suivi individuel des élèves, c'est vachement facile dans les activités du champ d'apprentissage numéro 1. C'est par exemple beaucoup moins évident dans les activités du champ d'apprentissage numéro 4, par exemple le football. C'est des activités dans lesquelles le transdisciplinaire, c'est assez facile à mettre en place. Par exemple, on vous a mis l'exemple de la compétence 3 du socle commun, les principaux éléments de mathématiques et de culture scientifique. On se rend compte que dans le champ d'apprentissage numéro 1, par exemple en demi-fond, c'est une activité dans laquelle il est très facile de faire des liens avec les mathématiques. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque je réalise un test de demi-Cooper de VMA, l'élève va devoir faire la distance qu'il a parcourue divisée par 100 pour obtenir sa VMA. Donc, le lien avec les mathématiques et les cours de mathématiques, il est très simple à faire, la division par 100. Et on se rend compte que même en collège, en lycée, il y a des élèves, une division par 100, ça ne leur parle pas du tout. C'est les activités où il est assez facile de jouer sur les variables, c'est-à-dire comment on va faire évoluer nos situations et nos séances en fonction de ce que réalisent les élèves. Donc, le volume de séance, c'est-à-dire quelle distance on va faire parcourir à nos élèves pendant les séances. Généralement, on va aller du plus petit vers le plus grand. Le temps de récupération entre les lancers, par exemple. Est-ce que je les fais lancer toutes les 2 minutes? Est-ce que je les fais lancer toutes les 5 minutes? Ça va dépendre de notre classe, ça va dépendre du type d'élève. On peut jouer sur le pourcentage de VMA, c'est ce que disait le collègue du Maroc tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être sur des séances où on va être au-dessus de la VMA, des séances où on va être en dessous de la VMA? Ça va jouer sur la vitesse. Donc, sur le pourcentage de ressources que l'élève va utiliser pendant la séance. On peut jouer sur le poids des objets, le poids des javelots, le poids des disques, etc. En commençant par des poids plus petits pour apprendre à lancer, pour progressivement aller vers des poids plus gros. C'est aussi facile de distinguer poids des objets lancés par les filles et poids des objets lancés par les garçons. Et enfin, c'est les activités qui sont peu coûteuses, c'est-à-dire que pour vos établissements, qui, je le sais, sont parfois en difficulté financière, acheter du matériel athlétique, c'est pas quelque chose, c'est pas une dépense pour rien, c'est pas du matériel qui va être utilisé et grillé en 1 an. C'est du matériel qui généralement dure dans le temps. Si vous achetez des haies, par exemple, je pense que des haies, ça dure 10 ans, voire plus. Donc, si vous voulez faire acheter du matériel à vos directeurs d'école, à vos proviseurs, etc., vous pouvez avoir l'argument que oui, ça coûte cher au départ, mais c'est quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir par rapport à cette page? Je ne sais pas, Carole, Laurent, Rita peut-être. Est-ce que vous avez des interrogations, des choses qui vous interpellent? Non, c'est bien clair. L'explication est claire. Merci. Merci Laurent. Alors ensuite, l'intérêt du champ d'apprentissage numéro 1 pour nos élèves, pour moi, il est évident. On a des élèves qui bougent de moins en moins. On a des élèves qui sont tout le temps sur les écrans. Ça dépend des pays, là encore. Moi, en Côte d'Ivoire, j'ai des élèves qui ne portent même pas leur sac. C'est-à-dire qu'ils arrivent à l'école avec un chauffeur qui porte leur sac jusqu'à la porte. Quand ils sortent de l'école, il y a le chauffeur qui est devant la porte à les attendre et le sac est pris dès la sortie de l'école. Donc, suivant les pays, suivant les cultures, on a des élèves qui sont relativement assistés, c'est-à-dire qui ont une assistance de quelqu'un d'autre dans leur déplacement. Et on a aussi des élèves qui font de moins en moins de sport. Je vous ai mis une petite photo là. Cette petite photo, elle dit quoi? Elle dit que les élèves ont perdu en quelques années 25% de leur capacité cardiovasculaire. C'est énorme, c'est énorme. Ça, c'est une étude de l'OCDE. On voit également dans cette petite photo que 14% des garçons et 6% des filles n'ont pas de pratique physique quotidienne. C'est pareil, c'est énorme et je pense que ces chiffres
ont encore augmenté depuis l'apparition de cette enquête. Donc, le champ d'apprentissage numéro 1 de l'EPS a pour moi toute sa place à l'école et un intérêt évident pour les élèves. Dans un premier temps, par rapport à ce qu'on vient de dire. Ensuite, parce que les élèves peuvent quantifier leur progrès de façon assez facile. Ensuite, c'est intéressant parce que le champ d'apprentissage numéro 1, c'est quelque chose qui est concret. C'est-à-dire que les élèves peuvent mesurer leur performance non seulement par rapport à des repères externes, le chronomètre, le plot atteint, la distance parcourue, la distance sautée, la hauteur sautée, mais également par rapport à des repères internes. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le ressenti de l'élève, sur la fréquence cardiaque, la sensation. Et ça peut se faire également dès la maternelle. Je ne sais pas ce qu'en pensent les professeurs des écoles qui sont là. On peut très bien travailler tout un cycle de course, par exemple, par rapport à du ressenti. C'est-à-dire, quand tu cours vite, ta fréquence cardiaque est plus rapide que quand tu cours lentement. Tu es plus fatigué quand tu cours vite que quand tu cours lentement. Tu es plus fatigué quand tu cours lentement que quand tu cours vite que quand tu cours lentement. Tu es plus fatigué quand tu cours longtemps. C'est bon pour tout le monde? Quelqu'un veut revenir là-dessus? Bon, j'essaye d'avancer, je parle trop. On voulait... Ouais. Ok, c'est bon. On voulait, Fabien et moi, faire un point sur le demi-fond. Déjà parce que dans l'enquête que nous avons menée sur cette communauté, beaucoup de collègues nous parlaient de demi-fond. Ensuite, parce que j'ai fait une formation avec une vingtaine de collègues ivoiriens il y a 15 jours de ça. Ils m'ont demandé d'aborder le demi-fond. Donc, c'est quelque chose, cette activité, qui semble poser problème à pas mal de collègues du réseau. Donc, on voulait essayer de faire un petit point là-dessus. Donc, le demi-fond, déjà, il faut savoir que, encore une fois, c'est une activité qui est facile à mettre en place, que ce soit en cycle 3, en cycle 4 ou en lycée. On a besoin d'une piste, on a besoin d'un carré de 20 mètres, d'un carré de 25 mètres. Donc, très facile pour les professeurs de l'élémentaire, du collège et du lycée. Ensuite, dans cette activité, quels sont les attendus? Quel que soit le cycle, c'est à peu près la même chose. On a pris un exemple sur le cycle 3 pour que ça parle à tout le monde. On a toujours cette idée de performance. Et en cycle 3, en demi-fond, on doit chercher à enchaîner plusieurs courses. Donc, les programmes nous disent 2 ou 3 courses. Par exemple, une course de 3 minutes, une course de 6 minutes. Avant, on avait dans les fiches ressources du collège, Laurent, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, 3, 6 et 9 minutes, je crois, de course à réaliser. Au niveau des attendus, en ce qui concerne le demi-fond, les élèves doivent apprendre différentes allures. Les programmes nous disent différentes allures proches de la VMA. C'est-à-dire de façon concrète que l'élève il doit apprendre une allure rapide, une allure plutôt moyenne, voire une allure lente suivant les courses que l'on propose. Ce qu'il va falloir apprendre à nos élèves, c'est que d'une façon générale, lorsqu'on court 6 minutes, on ne va pas avoir la même allure que lorsqu'on court 3 minutes. Sinon, au bout d'un moment, on va être obligé de s'arrêter. C'est ça que les élèves ils doivent comprendre. Vas-y, Anne. Alors, je voulais en fait revenir. Donc, moi, j'ai cette année des CP CE1. J'avais des grandes sections CP l'année dernière, des moyennes sections, grandes sections il y a 2 ans. Et je fais, alors nous, on appelle ça pas demi-fond, on appelle ça course longue. D'accord. Mais moi, aujourd'hui, mes 6-7 ans, ils ont couru. Alors, je fais pas plusieurs types de courses, hein, course longue, où justement, on apprend à courir lentement, mais longtemps. Ils ont quand même couru entre 9 et 14 minutes. Ok. Donc Ok. après, donc on s'entraîne depuis la rentrée. Nous, on est rentré le 13 septembre. Donc on va dire qu'on a commencé les entraînements le 20 septembre, disons 18 septembre. Donc j'en suis à un gros mois d'entraînement à raison de 1 à 2 fois par semaine. Et ben, les petits élèves, ils arrivent à courir quand même des jolis temps, quoi, quand ils sont entraînés.
Bon, c'est super bien. Je voulais témoigner de ça et c'était pareil quand il y a 2 ans, j'ai fait avec des moyens grands, donc des 4-5 ans ou des 5-6 ans. En fait, ça leur pose aucun problème de courir longtemps, à part qu'ils partent trop vite au démarrage, ça c'est sûr. Ils n'arrivent pas à tenir à la première séance ou la deuxième séance. Mais quand ils comprennent qu'il faut ralentir le rythme pour courir longtemps, bah, en fait, les plus jeunes, des fois, courent beaucoup plus longtemps que les CM2. Je peux pas tester pour le collège, mais arrivent à courir en fait tranquillement, Et c'est là tout faire un tour de l'intérêt. stade. C'est là tout l'intérêt du demi-fond, c'est vraiment cette histoire de gestion d'allure. Donc, ce que tu disais, je pense qu'on le retrouve dans tous les établissements avec tous les élèves, c'est qu'à la première séance, quand tu vas faire courir tes élèves, que ce soit sur un test ou sur autre chose, ils vont partir comme des balles. Ils vont courir vite. Et ils vont vite se rendre compte qu'au bout de quelques minutes, quelques secondes, ils sont obligés de s'arrêter ou de freiner. Et donc, c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'on va devoir leur apprendre des allures. Ensuite, les programmes parlent de gestion d'allure proche de la VMA. Comme le disait Bertrand tout à l'heure, la VMA, c'est une donnée physiologique qui montre que lorsqu'on atteint une vitesse, on est au maximum de nos capacités pulmonaires. Et c'est là que c'est intéressant par rapport à ce que tu disais. Tu disais, mes élèves, je crois, ont couru, je sais pas, 10 minutes, c'est ça, 12 minutes, Non, jusqu'à 14 minutes. 14 minutes. Mais je les ai arrêtés en fait parce qu'ils devenaient rouge pivoine comme on dit. Et j'ai dit, bon, maintenant, on va s'arrêter. Voilà. Ça veut dire qu'ils étaient à des allures relativement moyennes ou faibles. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Alors que quand on est sur des allures proches de la VMA, on ne va pas pouvoir tenir longtemps. Pourquoi? Parce que la VMA, c'est une allure qu'un élève, on va dire, de collège peut tenir entre 3 et 6 minutes. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils étaient à un rythme relativement lent. C'est pour ça que la VMA, c'est intéressant, c'est parce que c'est une notion physiologique qui va permettre d'individualiser le cycle et vraiment de leur apprendre des allures par rapport à quelque chose, on va dire, de scientifique. De scientifique. Quelqu'un veut rebondir sur ce que j'ai dit ou Ouais, non? après, je pense que la difficulté, effectivement, qu'exprimait la collègue, c'est qu'en maternelle, primaire, Ah, bien sûr, l'utilisation de la VMA, ouais, c'est c'est hyper compliqué. compliqué. Et après, alors, moi, je suis en train de me faire une réflexion là. Est-ce que, tu vas peut-être pouvoir me confirmer, mais le demi-fond, c'est pas tout à fait du fond et c'est pas tout à fait de la vitesse. C'est du Justement. demi-fond, donc ça veut dire effectivement des durées de course pas très longues. Et pour aller vite, il faut effectivement, donc elles sont proches de la VMA. Et au-delà, je pense, d'une certaine, et de laquelle d'ailleurs, c'est la question, une certaine durée de course, on bascule plus sur de la course longue et de la course de durée, voilà, que sur du demi-fond. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Mais effectivement, ces histoires de VMA, c'est compliqué pour des petits. C'est déjà compliqué pour des grands parfois. Donc pour des petits, c'est sûr qu'on va être plutôt sur des repères internes. On va se baser sur effectivement ce que tu disais tout à l'heure, je deviens rouge, la fréquence cardiaque, peut-être des Ouais. repères externes liés à un nombre de plots à courir par minute. Ouais, c'est ça, ouais. Les repères externes, le temps, pardon, la distance parcourue, comme quand tu fais un Cooper, ils font 12 minutes, l'élève qui parcourt le plus de distance possible. Et C'est là, tu ça, restes c'est dans une ça. logique de demi-fond, tu es proche, de toute façon, sur le Cooper, tu es normalement autour de ta VMA, ça te donne ta VMA, le Cooper, je crois. Donc 12 minutes de course. Voilà, un gamin qui fait 3000 mètres, tu divises par 200, parce que le demi-Cooper, tu divises par 100, voilà, ça fait 15 de VMA. Bon, voilà. Bon, bref, pardon. Mais ouais, ouais, en tout cas, l'idée, effectivement, c'est de soit faire par rapport à des temps, soit par rapport à des distances. Et on peut varier aussi les deux approches, quoi. Exactement. Un collègue ivoirien souhaitait intervenir là. Est-ce que Landry, tu as un micro, tu veux prendre la parole? Landry, je sais pas si...
On ne t'entend pas, je vais continuer. Je reviendrai là-dessus peut-être avec toi individuellement, parce qu'effectivement, on est sur des histoires finalement de filières. Peut-être que pour les professeurs des écoles qui nous accompagnent, ça va être plus compliqué. Moi, j'avais juste une question justement à Landry, parce que mes collègues gabonais, ils utilisent aussi ce terme de résistance. Moi, je ne sais pas tout à fait ce que ça veut dire. Et est-ce que voilà, les collègues locaux peuvent me préciser quelle est la différence entre résistance et endurance aérobie? Voilà, je ne la saisis pas tout à fait. Ce que je vous propose, c'est tout l'intérêt de cette communauté, c'est que vous en parliez entre vous sur le groupe WhatsApp éventuellement, de façon à ce que tout le monde puisse avoir la réponse à cette question et qu'on se nourrisse ensemble des différentes infos données par les collègues. Ça vous va? Comme ça, on peut continuer le petit programme. Yep. Super. J'en étais où? J'en étais aux attendus en demi-fond en cycle 3. Donc, connaître et utiliser des repères internes et externes pour réguler son allure. C'est-à-dire, comme on l'a évoqué rapidement, les repères internes, la fréquence cardiaque, également le ressenti. Est-ce que je suis complètement fatigué à l'issue de ma course? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai l'impression que je vais pouvoir aller plus vite? C'est-à-dire qu'on va apprendre à l'élève à mieux se connaître lorsqu'il court. Et enfin, les repères externes, c'est tout ce que nous, on va aménager sur la piste, sur l'espace, pour que l'élève puisse se situer et qu'il puisse réguler son allure. Des notions de plot, des notions de temps, c'est-à-dire qu'on va donner des coups de sifflet, que sais-je, toutes les 20 secondes, 30 secondes par exemple. Tout ce qu'on va mettre en place qui va permettre à l'élève de gérer son allure. Et enfin, on parle également dans ces attendus de demi-fond d'occuper les rôles dont on parlait tout à l'heure, et principalement pour les petits, le rôle de chronométreur, apprendre à se servir d'un chronomètre. Alors, l'animation d'un cycle de demi-fond, ce n'est pas quelque chose qui coule de source. Quand on dit à des élèves de 6e ou à des ados, on va courir pendant 8-10 séances, je peux vous dire que souvent, ils font la gueule. C'est à nous de mettre en place des situations ludiques, des situations de défi, des situations un petit peu atypiques qui vont permettre aux élèves de progresser, d'apprendre et de s'intéresser à l'activité. Et dans le fond, de mobiliser leurs ressources pour courir, de persévérer pour apprendre. Ce qu'on vous propose en demi-fond, c'est de mettre en place des systèmes de défis. Des systèmes de points. Je vous proposerai une situation juste après. Être l'élève de la classe qui marque le plus de points. Être l'élève de la classe qui parcourt la plus grande distance en un temps donné, etc. C'est-à-dire des choses qui vont permettre aux élèves de se confronter les uns aux autres et donc que finalement, ça devienne quelque chose de marrant, le fait de courir. Ce qui peut également être intéressant, et ce que les programmes nous invitent à faire, c'est la notion de mise en projet. C'est-à-dire, je vais courir pour pouvoir atteindre une performance que je me suis moi-même fixée. Je sais que je pense que je peux la réussir et je vais travailler pour atteindre ce projet. Et là, l'élève se projette. L'élève va avoir un objectif. Je vais travailler pour atteindre cet objectif. Et peut-être ce qui en découle, c'est la note. Pour atteindre cette note-là que je me suis fixé d'avoir. Et là, ça devient intéressant. L'élève travaille pour quelque chose. Ensuite, on peut inviter les élèves, surtout en lycée, à entrer dans une logique d'entraînement, c'est-à-dire s'entraîner pour atteindre et réussir, améliorer sa perf. On a même la notion d'entraînement de son camarade, c'est-à-dire que j'observe que mon camarade a telle difficulté dans l'activité, et je peux lui proposer des séances pour les grands qui vont lui permettre de s'améliorer. En même temps, je montre à mon professeur dans le cahier d'entraînement que je suis capable d'aborder la notion d'entraînement. Et ça devient important pour les classes de lycée. Et enfin, à chaque séance, pour que ce soit un petit peu ludique, un petit peu sympa pour les élèves,
Eh bien, abordez les différents rôles, c'est-à-dire à chaque séance, ne les faites pas que courir. On va installer, ranger le matériel en fonction de la situation proposée, utiliser les chronos, observer quelque chose de facile à observer, même pas forcément besoin d'avoir des fiches. Observer quelque chose qui va permettre à l'élève de progresser. Par exemple, en combien de pas se fait la course d'élan? Regardez bien les élèves, la course d'élan en javelot, elle va être en combien de pas? Est-ce qu'il fait des pas chassés? Etc., etc. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus, Laurent, par exemple? Je ne sais pas s'il est Non, encore. pas spécialement, mais non, c'est clair. Enfin, voilà, après, chacun met en place des situations qui vont permettre de répondre, de venir donner des rôles aux élèves, et voilà. Ok, ok. Alors, je voulais vous proposer une petite situation que l'on peut mettre en place de la maternelle, j'ai envie de dire, jusqu'à la terminale. Cette situation, elle s'appelle la course au point. La course au point, on a un rectangle qui est proposé sur un stade. Ce rectangle, vous pouvez lui donner la taille que vous voulez en fonction de vos élèves, en fonction de leur âge, en fonction du temps que vous avez à disposition, etc. L'idée, c'est qu'on va avoir dans ce rectangle un système d'allure. C'est-à-dire, sur la partie verte, je peux mettre n'importe quoi, des plots, je peux mettre des petites languettes de marquage au sol. Sur la partie verte, les élèves ils vont devoir trottiner, c'est-à-dire une allure de course plutôt moyenne. Sur les côtés, sur la largeur, l'élève il va devoir marcher. D'accord? C'est-à-dire une allure lente, une allure de récupération. Et dans la diagonale, l'élève il va devoir courir le plus vite possible, sprinter, c'est-à-dire une allure rapide. Dans cette situation, les élèves, on va les faire courir le temps que vous voulez, par exemple 6 minutes. On va dire aux élèves, voilà, dans la course au point, vous devez vous organiser comme vous voulez, les enfants, pour être l'élève qui marque le plus de points. En revanche, vous n'avez pas le droit de faire 2 fois le même trajet, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être 2 fois sur la diagonale, par exemple. Donc là, les élèves vont pouvoir aller dans n'importe quel sens. D'accord? Et ils vont devoir, en 6 minutes, s'organiser pour marquer le plus de points possible en respectant les allures proposées. Est-ce que vous voyez un petit peu comment ça marche? Est-ce que vous voulez prendre la parole? Est-ce que ça vous paraît cohérent? Est-ce que vous avez déjà essayé? La distance que tu utilises, toi, c'est quoi, à peu près ton Alors, rectangle, on va dire, dont tu alors, disposes? je pense que si on fait déjà une longueur de 20 mètres, une largeur de 10 mètres, avec des élèves de cycle 3, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ils peuvent faire pas mal de distance si on les met par exemple sur une course au point de 6 minutes. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, voilà, mais c'était pour savoir si tu étais au-delà d'un terrain de handball ou quelque chose comme ça, quoi. Généralement, voilà, je me base sur un terrain de handball. C'est justement ce que j'allais dire. Cette situation, ce qui est sympa à la course au point, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un stade ni un espace très grand. On peut très bien la faire sur un plateau. On peut très bien la faire sur un plateau et se servir de la taille du terrain de hand. Les autres collègues de l'élémentaire, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît facile à mettre en place, qui vous paraît difficile à mettre en place, trop compliqué? L'avantage, c'est que c'est drôle. On cherche à se confronter à ses camarades pour marquer le plus de points possible. L'avantage, c'est que nous, par rapport à nos attendus de fin de cycle, on a la gestion de 3 allures différentes. Et puis enfin, l'autre avantage évident, c'est que c'est très facile à mettre en place. C'est que c'est très facile à mettre en place. Je continue. Personne ne veut rebondir? Non, c'est bon. Alors, Carole dit c'est compliqué pour les petits. Vas-y, Carole, prends la parole, dis-moi.
Non, je demande, est-ce que c'est compliqué pour les petits de le Non, moi, faire? je pense que c'est pas compliqué, justement, pour les petits. C'est ce que disait Ouais. Mallory, c'est vraiment ludique et ça permet voilà, de vraiment avoir des observateurs qui sont attentifs et puis ils se prennent au jeu facilement. Donc, Ah, effectivement, d'accord. Tu Alors, peux, oui, tu peux alors ça fonctionner se avec fait. une petite fiche, une petite grille d'observation. Voilà, Ah, j'observe mon d'accord. camarade et puis j'ai des cases. Et puis, si c'est dans la diagonale, ce sera 3 points. Si c'est les petits 10 mètres, si on retient un rectangle de 10 par 20, voilà. Et à partir de là, ils savent qu'ils doivent pas répéter une longueur. Et les élèves, vraiment, ils s'amusent. Oui, mais je les prends en petits groupes, non? L'idée, c'est de faire 2 groupes, un groupe d'observateurs, un groupe d'observés. Ah, tu vois, par d'accord. OK. exemple, sur une classe D'accord. de 26, 13 qui courent, 13 qui observent. Et 13 qui observent. Et D'accord. là, OK. sur ton Super. espace, tu Oui. as 13 élèves qui courent. Ça fait qu'ils ne sont pas trop nombreux. L'espace est relativement grand. Ça fait Ouais. que l'espace est relativement sécurisé aussi. Même s'ils peuvent aller dans tous les sens, ils ne vont pas se rentrer dedans parce qu'ils ne sont pas trop nombreux. Donc, c'est quelque chose qui me semble facile à mettre en place. Ensuite, au niveau de l'explication des allures, même pour les petits, là, on est sur des consignes très simples. Marcher, courir, courir vite. Donc, que ce soit pour des 6e ou des CE2, facile à comprendre. Facile à comprendre. Donc, je pense que même pour des petits, c'est quelque chose qui est pas mal. Les élèves, ils vont chercher à marquer des points, hein. Donc, ils vont souvent aller sur la diagonale. Ce qui est intéressant, même avec des plus grands, même avec du cycle 4, c'est que cette situation, elle a l'avantage de développer la VMA des élèves. Parce qu'ils vont répéter des efforts supérieurs à la VMA en courant, en sprint dans cette diagonale. Donc, ça va développer leur capacité physique. Donc, je trouve que cette situation, elle a plein d'avantages. Elle a plein d'avantages. Alors, quelqu'un avait une question? Problème technique? Ok. Bon. Il ne faut pas qu'on dépasse 1h10, donc je vais essayer de continuer. Est-ce que vous, en demi-fond, vous avez des expériences à nous partager? Est-ce que vous avez déjà tenté quelque chose avec des élèves de cycle 3 ou des plus grands ou des plus petits? Est-ce que vous voudriez nous présenter une situation que vous avez déjà essayée, qui est un peu ludique, un peu marrante et qui permettrait d'apporter quelque chose à toute la communauté EPS? Bon, c'est pas grave. Je voulais vous présenter, comme d'habitude, une évaluation et une évaluation par compétence. Donc la touche est appuyée, on va directement aller chercher Get Element. Alors, je ne sais pas quel micro est ouvert là. Alors, cette évaluation par compétence, je la trouve très bien pour 2 raisons. La première, c'est que on a nos degrés d'acquisition de la compétence. La deuxième, c'est qu'on a nos domaines de compétences du socle commun en fonction des attendus de fin de cycle. Et la troisième, c'est parce qu'on a une échelle de ressenti qui est proposée à l'élève. Je vous laisserai la regarder. Je vous la mettrai, elle est dans la bibliothèque. Elle reprend, je trouve, tous les éléments et tous les ingrédients qui permettent d'évaluer efficacement les élèves par compétences. Est-ce que vous avez des choses en regardant comme ça qui vous interpellent? Est-ce que ça vous paraît être quelque chose de classique, quelque chose de difficile à mettre en place? Ok. Ok. Je vous laisserai la regarder. Vous l'aurez lorsque je vous enverrai la petite présentation que je vous propose. Enfin, je voulais vous montrer une ou deux situations en vrac qui sont un petit peu intéressantes et qui peuvent permettre d'impliquer nos élèves en
en demi-fond. La première, c'est celle-ci. C'est-à-dire sur un terrain de foot, sur un terrain vague, ce que vous pouvez avoir pour pratiquer le PS, les élèves ils vont disposer des plots à 25 mètres d'un carré central. C'est eux-mêmes qui peuvent les mettre. Ce qui est intéressant, c'est que ça implique les élèves. Ça les met en situation, ça leur permet d'installer le matériel, on leur apprend à mesurer, etc. Et le but, en 1 minute 30, c'est de parcourir le maximum de plots. Ils vont partir, faire le tour du plot, revenir au carré, partir, faire le tour d'un autre plot, revenir au carré. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le nombre de plots qui va être atteint par l'élève, ça va correspondre à sa vitesse en km/h. Là encore, on a un petit défi, parce qu'à la fin des 1 minute 30, les élèves vont pouvoir dire « Ah, moi j'ai fait 8 plots, je cours à 8 km/h. Moi j'ai fait 9 plots, je cours à 9 km/h. Même chose, 15 km/h, etc. » Et il va y avoir un véritable défi qui va se mettre en place entre les élèves. Encore une fois, je pense, une situation qui peut être mise en place de l'élémentaire au collège. Des choses à dire là-dessus? Non, c'est une situation qui est sympa et qui parle rapidement aux gamins, ouais. Situation sympa, qui parle, système de défi. Ils ont un résultat, quoi. Il y a un résultat, un élève qui observe sur le côté, qui peut avoir une petite fiche avec simplement le nombre de plots parcourus. Donc très facile et permet aux élèves de se confronter les uns aux autres. Autre situation qui est intéressante, là pour des plus grands, hein, on n'est pas sur de l'élémentaire. La situation du carré magique. Est-ce que tu la connais, Laurent? Est-ce que tu veux en parler? Non, pas spécialement. Bon. Pour cette situation du carré magique, ok, on a Landry qui nous dit la situation avec les plots auparavant, très simple et intéressante. Okay. Pour cette situation du carré magique, il faut courir le plus longtemps possible avec un changement de carré toutes les 2 minutes. On donne un signal sonore à l'élève pour faire un tour toutes les 36 secondes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si notre élève, il est sur le parcours de VMA 10 km/h, si on sait qu'en 36 secondes, il a parcouru 100 mètres, on sait que sa VMA, c'est 10. Et même chose pour chaque carré. Ça veut dire que l'élève, en fonction de ses capacités, en fonction de sa vitesse, il peut aller vers des carrés de plus en plus grands. Et s'il n'arrive pas à parcourir le carré en 36 secondes, il peut changer de VMA. Et cette situation du carré magique, elle peut à la fois servir de situation d'apprentissage et de test de VMA. Donc, je la trouve plutôt chouette. Je ne l'ai jamais essayé. C'est Fabien qui nous l'a proposé, mais je la trouve intéressante. On a un système de défi, encore une fois, être celui qui a la meilleure VMA. On a la possibilité de courir sur 36 secondes en fonction de ses capacités, en fonction de sa VMA. Ça permet de se mesurer les uns aux autres. C'est plutôt sympa. Quelqu'un veut rebondir? Quelqu'un connaît? Non, moi, je ne connais pas du tout cette situation. Ok. Donc, quelque chose de nouveau. Donc, 2 minutes, j'essaye de revoir l'explication. 2 minutes. Toutes les 2 minutes, on change de carré si on y arrive. Et ils ont 36 secondes pour faire le tour du carré. D'accord. Si j'ai réussi le tour du carré en 36 secondes, ça veut dire que je suis à la VMA proposée par le carré. Le premier carré, il fait 25 mètres. Le deuxième, il fait 27 mètres 50. Le troisième, 30 mètres. Et Les élèves se situent sur quel carré au départ? alors, les élèves se situent sur quel carré au départ? Ce qui peut être intéressant, c'est de leur dire, tu te mets sur le carré que tu veux et tu fais des tentatives. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, moi c'est ce que je fais avec les petits, les sixièmes, enfin un peu méthode empirique, quoi. Et puis le gamin, il va chercher un petit peu à se où est-ce doser. qu'il est par rapport à ses camarades, comment il se situe. Mais voilà, c'est-à-dire si tout de suite il y a une erreur, s'il se met au carré 13, bon, après il va vite voir qu'il Il est va trop haut, vite quoi. voir que c'est pas bon, qu'il n'arrive pas à faire le tour en 36 secondes. Et donc, il va diminuer d'un carré, puis éventuellement encore diminuer. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette situation. Et ils vont rester courir pendant combien de temps? Ça, c'est à toi de l'établir. C'est pas proposé dans le descriptif de cette situation-là. Mais je me dis que si on fait déjà 3 fois 2 minutes, l'élève, il va faire des essais, des erreurs et finalement trouver sa VMA en 3 fois 2 minutes. Et on peut éventuellement le refaire plusieurs fois. Qu'est-ce que tu en D'accord. penses? Ouais, c'est bien parce que si jamais je lui dis, voilà, parce que si on propose à l'élève de courir 36 secondes, ils vont partir vite dans un premier temps pour passer au deuxième carré, au troisième carré, mais ils ne pourront pas tenir. Ouais. L'objectif, c'est de tenir la VMA le plus longtemps possible. Ça veut dire qu'il faut courir le plus longtemps possible avec ta propre VMA. Il faut qu'ils s'habituent à courir le plus. Si je leur fais, c'est bien, ça pour un demi-fond, c'est bien. Je trouve que c'est très, très bien pour le demi-fond parce que ça cherche à développer plus votre VMA pour courir le plus vite possible. Plus vite en résistance, par exemple. Tu cours plus vite et plus longtemps. Alors que la VMA, tu cours en endurance le plus longtemps possible sans se fatiguer. Mais je trouve que c'est très intéressant, sauf qu'on ne doit pas leur dire, sauf en 36 secondes, parce que sinon, ils vont courir à vitesse. Ils vont dire, moi, je le fais et je passe dans l'autre. Il faut qu'ils connaissent déjà c'est quoi l'intérêt de carré magique, comment se déplacer d'un carré à l'autre pour développer, pour aller vers la VMA qui est plus élevée et de rester dans la VMA quand ils sentent que c'est ta propre VMA et de ne pas aller au-delà de tes capacités. Parce que mon camarade, il se trouve dans le carré en bas ou le carré en haut. C'est ça. D'accord. Pour Ouais, répondre ou à alors tu une peux te question, servir, ou vas-y, alors vas-y. moi j'utiliserais peut-être ça une fois que j'ai défini ma VMA, et comme ça, les élèves, ils ont plus de calcul à faire, ils ont une distance fixe à En fonction parcourir. d'un temps. En fonction d'un temps, tout à fait. Donc, ça peut être une situation d'apprentissage d'allure de VMA. Je la trouve sympa, intéressante. Et pour répondre à la question de Honoré, effectivement, 36 secondes, quelle que soit la taille du carré. Si le carré est plus grand, je vais devoir courir plus vite. Mais c'est l'avantage puisque en fait, on tombe vraiment sur la vitesse de course de l'élève en question, puisqu'ils sont tous différents, et c'est là-dessus que on peut travailler sur le projet et le contrat. Tout à fait. J'ai également d'autres situations que je ne vais pas détailler, que je vous laisserai regarder. J'ai envie de passer à cette page-là, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des questions concernant d'autres activités du champ d'apprentissage numéro 1? Est-ce que vous animez quelque chose en ce moment? Est-ce que vous avez des difficultés dans l'animation de cette activité, de ce sport-là? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? C'est tout l'intérêt de cette communauté, c'est d'essayer de grandir ensemble et de réussir à animer du mieux possible nos cycles pour que nos élèves puissent apprendre. Donc, est-ce qu'il y en a en ce moment qui sont sur du champ d'apprentissage numéro 1, quelle que soit l'activité? Est-ce que vous aimeriez qu'on en parle? Qu'on en parle quand? Maintenant ou une autre fois? Non, non, qu'on en parle maintenant, qu'on en parle maintenant. Mais on a le temps, tu avais dit pas plus d'1h10. Ouais, j'essaye d'aller vite. J'essaye d'aller vite. Ok. Donc, n'hésitez pas à utiliser le groupe WhatsApp par rapport à ce point-là. C'est-à-dire, si vous êtes en ce moment sur du champ d'apprentissage numéro 1, quelle que soit l'activité, eh ben, évoquez vos difficultés ou alors, à l'inverse, parlez-nous de vos réussites. J'ai essayé ça avec des élèves de telle classe, ça a fonctionné. Donc voilà, je vous en parle parce que je trouve que c'était vachement bien. On est vraiment sur une histoire de partage dans cette communauté. Je vous ai mis à la fin de la slide, comme d'habitude, tout un tas de documents
que vous retrouverez dans la bibliothèque commune que l'on a sur Cifadis, sur la page Cifadis. Vous pouvez cliquer un petit peu partout. Vous avez des informations, des situations, des évaluations, etc. Et avec Fabien, on vous a également mis une bibliographie, c'est-à-dire toutes les petites choses que l'on a utilisées pour préparer cette animation de communauté. D'accord. Robert, est-ce que je suis avec vous dans le groupe WhatsApp? Parce que moi, je suis pas. Si tu n'y es pas, tu m'envoies un petit message, un petit email et je te rajouterai sans problème. Ok, merci Je te beaucoup. rajouterai sans problème. Je dois aller déposer mes enfants à la maison. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci d'être venu. Merci de t'être À connecté. la prochaine. À la prochaine. Notre prochain rendez-vous, normalement, on sera sur un temps d'échange avec la communauté égalité garçon-fille. Et on voulait combiner ces deux communautés, la communauté EPS et la communauté égalité. Donc, on espère que vous serez nombreux à cette communauté-là. Avant que l'on se quitte, je voulais savoir ce que vous pensiez de ce format. C'est-à-dire qu'avant, on fonctionnait par activité. Maintenant, on essaie de fonctionner par champ d'apprentissage pour pouvoir toucher plus de monde et pour pouvoir toucher à la fois les profs de PS et les profs des écoles. Est-ce que ce que vous avez vu aujourd'hui là vous semble cohérent? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Dites-moi tout. Non, je crois que c'est cohérent dans la mesure où on vient pour un partage. Après, voilà, forcément, les niveaux de chacun sont différents, mais l'intérêt, c'est de pouvoir partager, justement. Il y en a qui sont sur du baccalauréat, d'autres qui sont en cycle 2. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à s'aider ou comprendre des notions parfois complexes. Après, il faut pas peut-être tomber dans deux univers et qui ne peuvent pas dialoguer, quoi. Mm. Et c'est C'est très difficile. ce qu'on essaie. On essaie de Non, ne non, pas c'est pour être ça, que c'est bien. centré sur les petits et pas que centré sur les grands. Ok, merci Laurent. Quelqu'un d'autre a levé la main. J'ai vu quelque chose bouger là. Mike, Oui, bonsoir tout le monde. bonsoir Mike. J'ai trouvé votre exposé très intéressant et j'ai beaucoup apprécié les différentes situations au niveau du demi-fond. Je pense que c'est des trucs simples qui peuvent être très bien mis en place, surtout chez nous à Pôle-Lumière. On travaille le demi-fond sur un terrain de basketball qui est réduit. Je pense que c'est de très bonnes situations que vous nous avez exposées là. Ensuite, j'ai une question. Actuellement, je travaille le pentabon avec les élèves de terminale et je voudrais savoir si quelqu'un aurait des situations d'apprentissage intéressantes pour faire progresser les élèves. Merci. Oui. Donc c'est tout l'intérêt de la communauté. Est-ce que tu es Mike sur le groupe WhatsApp? Oui, 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 je suis sur le WhatsApp. Donc, en plus d'avoir pris la parole, là, et je t'en remercie, n'hésite pas sur le groupe WhatsApp à mettre tout de suite un message avec ce que tu viens de dire là. Voilà, je suis sur un cycle de pentabon. On a fait une communauté dédiée au champ d'apprentissage numéro 1. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en m'apportant des billes, des situations, des évaluations, etc. D'accord, c'est noté. On a largement dépassé notre barrière horaire. Je vous remercie tous d'être venus nombreux ce soir. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que on est peut-être dans la bonne direction s'il y a du monde. Donc, merci d'avoir participé à cette communauté. N'hésitez pas à poursuivre l'échange par mail sur le groupe WhatsApp ou sur la bibliothèque Cifadis. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et courage à ceux du Liban qui sont, je crois, dans une situation pas facile. Merci à tous. Très bonne soirée.
Au revoir. Merci, bonne soirée.